La dystopie, comme beaucoup de mots que l'on se plaît à employer à tort et à travers, vient du grec ancien dys signifiant mauvais et topos endroit. Le premier exemple à venir en tête est bien sûr 1984. Pour autant, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Parce qu'on est en 2025 et, à moins que vous n'habitiez Pyongyang, la société dépeinte dans le chef-d'œuvre d'Orwell me semble aussi lointaine qu'un roman de Balzac. Qu'est-ce qu'on pourrait bien foutre d'une police de la pensée quand ce sont les citoyens eux-mêmes qui s'autocensurent sur des réseaux virtuels déterminant leur crédibilité sociale? Rien à foutre du ministère de l'amour, faites confiance à Tinder pour savoir qui baiser ou non. Fahrenheit 451 est peut-être un chouille moins ringard. J'aime bien son idée de cramer les livres. On retrouve un peu de cette pulsion dans la cancel culture et le ratiboisage d'œuvres du passé. Ne me parlez pas en revanche du meilleur des mondes et ses âneries de manipulation génétique. Quel besoin de triturer des ovules quand c'est à la portée de tous de se payer le boule de ses rêves dans une clinique turque. Bon, si vous m'avez supporté jusque-là, je vous propose donc ma propre petite liste, assez éclectique je crois, de dystopies complètement barrées. Des bouquins écrits par des auteurs et autrices de toutes nationalités et opinions, n'en déplaise à Léo Henry qui m'avait expédié cette punchline lors d'une rencontre. La dystopie, c'est un truc écrit par des gens de droite. Je pense qu'il avait à moitié tort, ou à demi raison. Je vous laisserai choisir, on a assez perdu de temps. Imaginez un monde dans lequel, certains matins, au réveil, vous découvririez que des choses ou personnes ont subitement disparu. C'est la société cauchemardesque qui est dépeinte dans Cristallisation secrète de Yoko Ogawa. L'histoire se passe sur une île indéterminée où l'on suit la petite vie d'une romancière qui voit peu à peu la réalité de son monde se dissoudre. Les roses qui ne sont plus là, le chant des oiseaux qui s'éteint, les saisons qui disparaissent. Des objets aussi anodins que les chapeaux dont un beau jour, personne ne se souvient plus l'utilité. Puis, un matin, c'est au tour des livres. Elle se réveille et, toute écrivaine qu'elle soit, ceux-ci ne représentent plus rien à ses yeux, incapables de les lire. Il lui faut alors les purger de sa mémoire. Elle les brûle, imitée par le reste des habitants, sous la surveillance d'une police secrète qui semble orchestrer toutes ces disparitions. Cette unité a également la charge de traquer une infime partie de la populace qui s'avère incapable d'oublier ces objets et présente donc une menace à l'ordre public. Les chasseurs de mémoire, c'est leur nom, perquisitionnent les maisons, surveillent les lieux publics et, quand ils mettent le grappin sur des dissidents, les raflent en secret. C'est ce qui est arrivé à la mère de notre héroïne, incapable d'oublier le parfum des fleurs, et bientôt, elle se trouve elle-même dans la situation de devoir planquer l'une de ces personnes, chère à son cœur. J'en dis pas plus. C'est peut-être le livre le plus conceptuel de cette liste parce qu'il s'intéresse moins à la description de cette société dystopique qu'à ses effets sur l'humain. Ici, on a très peu d'infos sur le régime totalitaire en place qui, à la manière de la servante écarlate, demeure assez flou. Comme souvent chez Yoko Ogawa, la mélancolie poétique est une composante intrinsèque de son histoire. C'est une réflexion sur les liens entre souvenir et humanité. S'il nous est impossible de nous rappeler des êtres et des choses qui ont traversé nos vies, ne sommes-nous pas alors que des enveloppes vides, infiniment malléables? Cadavre exquis est un livre que j'ai fortement hésité à mettre dans cette liste, car j'ai pour règle de ne jamais parler de bouquins que je n'aime pas. Mais le sujet de cette vidéo étant les dystopies les plus malaisantes, je me voyais mal le snobber. C'est le seul de ma sélection que je ne recommanderais pas à n'importe qui, l'autrice s'étant visiblement fixée pour objectif de choquer un peu plus à chaque page. Vous êtes prévenus, et maintenant, éloignez les âmes sensibles. Dans cette histoire, suite à une guerre bactériologique, les animaux contaminés par un virus sont devenus impropres à la consommation.
Face à la pénurie de viande, le gouvernement a décidé d'instaurer un vaste système alimentaire cannibaliste où des humains, traités comme du bétail, suivent le même processus de conditionnement jusqu'à atterrir dans nos assiettes. Le protagoniste est un homme qui bosse dans une chaîne d'abattage et entretient une certaine réserve sur cette société. L'événement perturbateur survient lorsqu'on lui offre une femelle, vivante et de qualité pour sa propre consommation personnelle, mais qu'au lieu de la bouffer, il s'attache à la jeune femme. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que plus ça avance et plus ça devient glauque. Je me contenterai de dire que l'autrice nous offre le privilège douteux d'explorer bien en détail les rouages de cette société, tout en faisant preuve, c'est un des points positifs, d'une grande inventivité dans les termes techniques qu'elle emploie pour disséquer son univers. Un univers dont elle a peut-être tiré l'inspiration d'une des scènes les plus connues du roman La Route de Cormac McCarthy. Les connaisseurs verront de quoi je parle. Le livre a en tout cas le mérite de faire réfléchir sur 2-3 trucs. Le véganisme, notre société de consommation tout azimut. Bref, si vous avez le cœur bien accroché, cela peut valoir le tour de montagne russe. Amatka est à n'en pas douter la dystopie la plus étrange de cette liste. Une jeune femme est envoyée en mission dans une colonie aux faux airs de micro-sociétés soviétiques paumées quelque part en Antarctique. L'ordre et le collectif sont ici au cœur de tout et les individualités s'effacent. C'est un régime totalitaire où les naissances sont soigneusement encadrées afin de garantir sa survie. Bon, vous allez me dire, rien de très original jusque-là, mais attendez la suite parce que très rapidement, notre héroïne découvre que la réalité même de ce lieu tient à des règles pour le moins déroutantes. Ici, chaque objet doit être précisément nommé, minutieusement étiqueté et inventorié sous peine de se dissoudre jusqu'à disparaître. Je m'explique. Avant d'enfiler un vêtement, par exemple, les habitants doivent se livrer à l'étrange rituel de psalmodier son nom, sous peine de le voir se transformer dans les jours qui suivent en une matière informe. Dit comme ça vous fait peut-être sourire, mais je vous assure qu'à la lecture, on fait beaucoup moins le malin. La moindre erreur de prononciation pouvant avoir des conséquences graves et directes sur l'intégrité des objets. En d'autres termes, leur fonction est ici déterminée non pas par ce qu'ils sont, mais par une qualité que seule la puissance des mots a le pouvoir de choisir. Dans ce monde, la parole est au cœur de tout et les dissidents sont d'ailleurs soumis à une opération neurochirurgicale visant à restreindre leur aptitude à s'exprimer. Avec ça en tête, vous devriez entrevoir le potentiel dystopique de l'œuvre dont l'idée principale se rapproche par son aspect conceptuel de cristallisation secrète croisée avec les visions délirantes d'un Philippe K. Dick. Voilà, je vous laisse avec ce joli petit bidon de carburant pour cauchemar. Les dystopies dépeignent presque toujours des sociétés ultra sombres et déprimantes, mais il y a quelques exceptions notables, en apparence du moins. C'est le cas de Monades urbaines, écrit par Robert Silverberg. Monade, qui vient du latin monadis, chose formant une unité. Un concept qui s'étale tout au long de ce recueil d'histoires courtes où l'essentiel de la surface terrestre est accaparé par la production agricole et où les humains s'entassent dans d'immenses structures verticales appelées monades, fortes d'un millier d'étages. Une grande rivalité est entretenue d'un immeuble à l'autre, notamment sur la question du taux de natalité, véritable obsession de cette société où plus l'on a d'enfants et plus l'on a droit au respect. Les étages sont groupés en blocs selon les professions de leurs habitants et portent des noms de villes d'autrefois. S'il y règne, comme dans la plupart des dystopies, une forte ségrégation, ici verticale, les ouvriers vivant en bas et les dirigeants en haut, l'originalité du livre vient du fait que pour atténuer cette frustration, les notions de propriété et d'intimité ont presque totalement disparu. Beaucoup d'habitants vivent ainsi dans de simples dormitoires, de vastes espaces sans cloison où chacun se lave, fait ses besoins, a des rapports intimes à la vue de tous et a la liberté d'aller et venir chez les autres pour coucher avec n'importe qui.
Sur le papier, ça doit peut-être en séduire certains d'entre vous, mais dans les faits, c'est un peu plus complexe. Mieux vaut ne pas trop sortir du lot et questionner le système en place sous peine de mal finir, expulsé de l'immeuble par une petite trappe au cours d'un rituel qui me fait un peu penser à celui des bannis de la saga Silo. Voilà qui devrait en calmer certains dans leurs ardeurs polyamoureuses. Bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin. The City and the City de Sienna Miéville est la dystopie la plus fascinante que j'ai lue ces dernières années. Comme son nom l'indique, il y est question de deux villes, mais deux villes occupant le même espace, qui se télescopent et dont les habitants ont pour ordre de s'ignorer. Les rues et bâtiments sont ainsi les mêmes, mais portent des noms différents selon la municipalité à laquelle on appartient. Les habitants se reconnaissent grâce à leur style vestimentaire, leur langue, religion, et sont conditionnés dès le plus jeune âge à ne pas voir et surtout ne pas interagir avec ceux de l'autre ville. En cas de transgression de cette règle, une entité mystérieuse appelée Brèche les emmène quelque part où on ne les revoit jamais. Miéville pousse l'absurdité du concept avec l'idée d'une frontière permettant de passer de manière administrative de l'une à l'autre en faisant du surplace, à l'image de sa gare principale qui ramène à leur point de départ ses voyageurs souhaitant passer, pour des raisons exceptionnelles, d'une ville à l'autre. L'histoire démarre sur une base assez classique, un enquêteur chargé d'élucider le meurtre d'une étudiante. Problème, si le corps a été retrouvé dans une des villes, le meurtre semble avoir été commis dans l'autre. Un joli bazar administratif en perspective. Merveilleusement bien écrit et d'une inventivité folle comme tous les livres de Miéville qui se plaît ici à inventer de nouveaux mots pour préciser sa vision, sa grande force est d'arriver, en partant d'un concept aussi dingo, à maintenir un cap dans son histoire et sa réflexion. Derrière ce lavage de cerveau auquel sont soumis les habitants, on peut y voir notre propre conditionnement à occulter ce qui nous fait horreur. Des clochards dans la rue par exemple, une population d'invisibles comme on les appelle. Si vous souhaitez creuser un peu plus cette notion de dystopie urbaine, j'ai consacré à la question toute une vidéo que je mets en lien. Notre société est-elle pire que celle que des écrivains tels qu'Orwell ou Huxley avaient dépeinte à l'époque de l'émergence des régimes totalitaires? Je vous en laisserai les seuls juges. Je pense avoir dit mon quota de conneries pour une seule vidéo. Bonne nuit, Gotham.